Donc bonjour à tous. Donc on est l'entreprise KPC et Frédéric. Et Intelf. Voilà, donc moi je suis Grégory Arotis, donc je fais partie de KPC, je suis Data Scientist depuis maintenant à peu près une année. On aura l'occasion de se présenter un peu plus tard. Donc d'abord on va introduire le sujet. Donc le sujet essentiellement c'est l'intelligence artificielle pour des besoins en analyse criminelle. Donc moi ce sera plutôt le côté technique et ensuite Frédéric aura plutôt le côté métier et le côté applicatif. Donc je vais commencer un petit peu avec des éléments de contexte. Donc le projet a eu lieu l'année dernière, donc en début d'année 2022. La genèse du projet, tout simplement, on a ouvert un data lab chez KPC Sud-Ouest. Donc c'est un peu une entité où on fait de la recherche et du développement. Et mon arrivée en tant que data scientist était l'occasion pour Frédéric de soumettre ce sujet qu'il avait déjà parlé avec Olivier, le directeur de KPC. Donc c'est un projet qui était limité dans le temps, donc un projet de 6 mois. Donc évidemment, on n'a pas pu voir toutes les techniques, notamment d'intelligence artificielle qu'on pouvait faire sur ce sujet-là. Il y en a tout un tas dans l'état de l'art. On n'en a fait qu'une petite partie. Et on va voir qu'on avait également des exigences qui nous limitaient là-dessus. Et donc on va démarrer par une petite présentation. D'abord Frédéric. Bonjour à tous. Voilà, donc moi je suis Frédéric L'Enfant, je suis expert judiciaire en analyse criminelle et investigation numérique. Et ça fait suite à une première carrière de 24 ans en gendarmerie où j'étais spécialisé dans les enquêtes judiciaires et particulièrement sur la notion d'analyse criminelle que je décrirai tout à l'heure. Et maintenant, donc, je travaille pour ma société Intelf, notamment sur des investigations en OSINT, Open Source Intelligence, et cumulé avec l'analyse criminelle, et également pour tout ce qui est investigation sur les fraudes, cyberfraudes, etc. Voilà, donc moi, j'ai un peu moins de carrière. J'ai seulement 23 ans. Je suis diplômé en master en mathématiques appliquées juste à côté à l'université de Bordeaux. Et je suis donc chez KPC, comme je disais, depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et j'interviens essentiellement sur plusieurs domaines, chez plusieurs clients, essentiellement sur de la data analyse, un peu de data science et également de la data gouvernance avec nos amis de Data Galaxy qu'on a eu ce matin. Donc avec de nombreux clients qui sont implantés dans la région bordelaise, dans la région Nouvelle-Aquitaine et pas que également. Voilà, donc on va démarrer par la partie un peu plus technique, donc la reconnaissance d'entités nommées. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une entité nommée? Alors une entité nommée, c'est une expression linguistique, donc ça va être un mot, un groupe de mots, qui peut être classé, qui peut être mis dans une classe. Donc qu'est-ce que c'est comme classe? On a des exemples ici, par exemple des personnes physiques. Alors par exemple Steve Jobs, on peut avoir une organisation, Apple, un lieu, Californie. Et donc ces mots-là, Californie, Apple, Steve Jobs, vont être des entités nommées parce que voilà, ce sont des personnes physiques, des organisations et des lieux. Donc ça permet de les distinguer et ça permet également, on va le voir à l'algorithme, de pouvoir les classer dans différentes classes justement pour les distinguer. Donc la reconnaissance d'entités nommées, ça fait partie de ce qu'on appelle le traitement du langage naturel. Pour les data scientists dans la salle, je pense que vous êtes assez familier avec. C'est quand même très, voilà, c'est très développé. C'est ce qu'on appelle le NLP en anglais, c'est peut-être plus parlant. Donc qui est très largement d'actualité avec notamment ChatGPT. Alors, donc dans notre problématique, on avait plusieurs modèles possibles. Donc une méthode basée sur BERT. Alors BERT, il existe plusieurs variantes de modèles, dont un modèle français qui s'appelle Camembert. Un autre modèle qui est plus basé sur des CRF. Alors CRF, Conditional Random Field, c'est une méthode un peu plus statistique, mathématique. Et enfin, une méthode basée sur des cellules LSTM, donc LSTM, Long Short Term Memory. Donc tout ça, c'est une catégorie de réseau de neurones. Et donc, il fallait faire un choix. On sait dans la littérature que, à ce jour, les modèles les plus performants sont les modèles BERT, donc qui sont les plus développés.
Et nous, on a fait le choix de laisser de côté cette technologie-là parce que, de un, on avait des contraintes. Il fallait que ce soit sur machine. Il fallait que Frédéric puisse la lancer uniquement sur son ordinateur. Donc, on allait avoir quelques contraintes de temps d'exécution. Et notamment, voilà, le sujet était sur 6 mois et autant dire que BERT est quand même quelque chose qui est assez compliqué, assez complexe. Donc on s'est plutôt recentré sur les réseaux de neurones avec des cellules LSTM et également des CRF. Donc on a combiné les deux. Donc alors quel a été le modèle plus précisément utilisé? Donc c'est un réseau de neurones, comme vous pouvez le voir, avec différentes couches. Et notamment ces cellules LSTM. Alors il y en a deux qui sont empilées, des cellules LSTM, donc Long Short Term Memory. Alors je ne vais pas rentrer dans les éléments techniques parce que sinon je pense qu'on ferait, voilà, on perdrait beaucoup de personnes. Mais essentiellement, les couches LSTM vont permettre d'insister sur les mots et sur les logiques des mots entre eux. Voilà. Et ensuite, la dernière couche, donc Conditional Random Fields, va elle plus s'intéresser à les interactions entre les mots dans une phrase et ensuite pouvoir donner une classe à la sortie de l'algorithme. Alors, en début de modèle, on peut voir deux couches, la couche d'embedding et de dropout. Alors, tout simplement, faut s'imaginer un texte. On a un texte, on a des phrases. Et ces phrases-là, en fait, pour un algorithme, elle est difficilement interprétable. Il faut que ce soit interprétable d'un point de vue mathématique. Donc, en fait, on va transformer ces phrases en vecteurs de différentes dimensions pour ensuite pouvoir le traiter. Et ensuite, donc la deuxième couche est la couche dropout. Tout simplement, en fait, tous les mots ne vont pas nous intéresser dans une phrase. En fait, des mots qui reviennent très souvent, comme des et, des car, tout ce genre de mots-là, on va les éliminer parce que c'est des mots qui sont très récurrents dans les phrases, mais qui ne nous intéressent pas vraiment dans notre problématique. Donc voilà, pour faire rapidement sur le modèle utilisé. Évidemment, on pourrait en parler bien plus longtemps, mais on va en rester là. Évidemment, il nous faut aller des données. C'est le nerf de la guerre. Il nous faut des données pour pouvoir apprendre notre modèle, l'apprendre, faire la phase de validation et également la phase de test. Alors pour cela, on a utilisé une base de données, donc une base de données open source qui s'appelle Wikineural, qui est accessible avec Python dans une librairie spécifique. Et donc en fait, c'est tout simplement plein de phrases qui vont être annotées, des phrases qui proviennent de Wikipédia, qui sont annotées avec 9 classes que vous pouvez voir ici. Donc ces classes sont importantes. Donc vous voyez, on a des personnes avec les pairs, on a des organisations avec org, des localisations comme des villes, des adresses, des lieux plus précis dans des villes avec loc. Et ensuite, on a une dernière entité qui est un peu plus difficile, qui est des miscellaneous entities. Tout simplement, ça va être, on va retrouver dedans des noms de livres, par exemple. On va retrouver des nationalités. On va retrouver plein d'autres entités qui peuvent être intéressantes. Et ensuite, ces entités-là, elles sont départagées en deux sous-entités, B et I. Alors B pour begin, parce qu'il faut bien repérer en fait le début d'une entité. Par exemple, pour une personne, on va avoir le prénom et le nom, ou le nom et le prénom suivant l'ordre. Et pareil pour les organisations, localisations et miscellaneous. Donc il faut donner cette information-là à l'algorithme. Donc avec nos 9 classes et nos données utilisées, donc ces données qu'on a vues tout à l'heure de Wikipédia ont été utilisées pour l'entraînement, la validation. Et ensuite, on a utilisé un autre jeu de données pour le test de cet algorithme. Tout simplement, on l'a fait à la main. Donc en fait, on a pris plein d'articles issus de plusieurs médias. On a pris plein d'articles qu'on a annotés de manière manuelle. Alors on a quand même développé une petite interface pour faciliter la notation. Mais on était plusieurs consultants chez KPC à annoter tous ces articles pour ensuite pouvoir tester notre algorithme sur des données qui sont un peu plus ciblées, c'est-à-dire des données que Frédéric sera potentiellement en mesure d'utiliser sur le modèle. Et donc avec ces articles annotés, on a pu sortir quelques métriques de rappel, de précision et de FN-score. Donc on a utilisé 10 articles. Alors les articles, ce n'est pas des tout petits articles, c'est quand même des articles où on a des données dedans, où on a une histoire à raconter dans ces articles-là.
Donc quand on voit ces métriques, on se dit c'est pas fameux. Mais on verra ensuite dans l'application métier que avec ces métriques, on arrive quand même à faire pas mal de choses et on arrive à en retirer pas mal d'informations tout en restant, je le rappelle, en local, sur un ordinateur, pas sur un serveur de calcul qui est dédié à cela. C'est vraiment, de bout en bout, c'est fait sur ordinateur. Voilà, maintenant je laisse Frédéric parler de la partie un peu plus métier. Oui, donc là on va parler maintenant de l'analyse criminelle. Souvent c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Du coup je vais juste expliquer un petit peu ce que c'est. C'est un peu ce qu'on voit dans les films avec les grands schémas, les grands liens dans tous les sens pour faire des recoupements. En fait c'est ça, c'était mon cœur de métier. Et du coup en fait c'est pas nouveau. C'est basé sur une méthode qui s'appelle l'Anacapa Sciences. Depuis les années 70, ça vient des États-Unis au moment de l'explosion de la criminalité. Et l'objectif, c'était vraiment de faire du recoupement en fait, sur tout un tas d'affaires judiciaires. Et pour faire du recoupement, à un moment donné, il faut décomposer l'information. Donc du coup, décomposer l'information en entités, relations, entités. Et on arrive forcément sur cette notion d'entité nommée. Et donc l'analyse criminelle, en fait, c'est la recherche, la mise en évidence méthodique des données à caractère criminel ou contextuel à des fins de pratique judiciaire. Après, si on l'enlève du contexte judiciaire, en fait, ça s'applique à tout un tas de domaines, notamment le volet renseignement, enquête, etc. Donc, si vous le voyez à l'écran, le principe d'une enquête, c'est un vrai puzzle. C'est qu'on a plein de données dans tous les sens, on a plein d'informations. Il va falloir rassembler, donc recouper encore une fois cette information-là pour en tirer réellement la connaissance, notamment la traçabilité de l'investigation pour arriver à la conclusion. Et également ce qu'on voit régulièrement dans les films, c'est ce fameux mur de données projetées où on va relier avec les fils, etc. Ben voilà, on est passé du mur, on va dire, projeté sur le mur physique en mur numérique. Et l'objectif, c'est vraiment ce qu'on voit en bas à droite, là, c'est ce côté recoupement de données. Donc on a vu tout à l'heure une conférence sur les bases graphes. Bah, typiquement, nous, on faisait ça depuis 1994 en gendarmerie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et on avait des outils spécifiques justement sur l'analyse criminelle. Et le principe même du raisonnement de l'investigation, c'est qu'on a plein de sources de données différentes avec des données hétérogènes. Et tout l'intérêt, c'est qu'au fur et à mesure, on tire le fil et on doit trouver des points communs en fait, dans ces différentes sources. Donc ça nécessite de décomposer cette information-là, en avoir des discriminants qui permettent réellement de faire du recoupement. Et quand on va associer l'information, associer les données, bah souvent ça va nous révéler des nouvelles informations. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'on tire le fil et on peut avoir des enquêtes qui peuvent durer plusieurs années comme ça. Alors un petit graphe qui va être petit sûrement, simplement, je ne sais pas si on voit, il y a un bouton rouge, oui. Ici en bas, on parle des données textuelles. Ça va être l'information qui va avoir un maximum d'informations, c'est-à-dire qu'on va avoir une complétude dans les données. Donc on va avoir un contexte très important, et dans une enquête, on est plus sur ce type de données. Et puis, généralement, quand on veut commencer à monter sur un niveau d'analyse, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des tableaux, on va commencer à catégoriser les données. Au-dessus, on va rentrer sur une notion de base de données. Et puis, ici, les bases de données. Et au-delà, on va rentrer plutôt sur une notion de données statistiques, probabilistiques, etc., où on va travailler l'information, non plus en texte, mais plutôt en 0 et 1 pour être capable de calculer, etc. Sauf que dans une enquête, le 0 et 1, c'est difficile de l'expliquer au tribunal. Donc quand on va en cour d'assises et qu'on doit expliquer son travail, il va falloir travailler sur les données réelles. Et donc tout l'intérêt de l'analyse criminelle, c'est ce qui est au milieu, c'est en fait entre la base de données et le côté plutôt statistique, on va reprendre les données réelles qui proviennent du texte et on va les décomposer en entités qui ont une identité, qui vont permettre quand même de faire du recoupement, mais en gardant la valeur réelle de l'information. Donc quand on parle d'entité,
Généralement, les entités les plus connues et qu'on va avoir en fait dans n'importe quelle enquête, tout simplement parce que c'est dans le monde physique, on va avoir 3 entités qui vont se suffire à elles-mêmes. Au départ, ça va être un événement, où ça va en plus nous donner une dimension temporelle. On va avoir une personne physique, une personne morale. Et à partir de là, on a toute une déclinaison d'autres entités qui vont constituer notre vie courante. Le lieu, où on aura la dimension spatiale, un véhicule, un téléphone, un email, un site web, un compte, un objet, etc. Donc tout ça, ça va être des choses qui vont correspondre à des relations et des interrelations, des interactions entre toutes ces entités-là. Et du coup, ça va être des informations qui vont devenir des points pivots. Quand on parle de tirer le fil, c'est ça, c'est qu'on va trouver un nouvel élément qui va nous permettre de faire une jonction avec quelque chose qu'on avait précédemment, et on continue à tirer jusqu'à un moment donné où bien souvent on va avoir une boucle qui nous amène une incohérence dans l'affaire. Donc les représentations dans l'analyse visuelle, notamment avec un outil qui s'appelle Analyst Notebook de i2, qui est l'outil standard mondial pour réaliser ce type d'investigation en analyse criminelle. On va avoir des visions plutôt spatiales, comme en haut à gauche, où on va matérialiser facilement, en tout cas visuellement, les points communs entre différentes informations, entre différentes sources, ou en tout cas par rapport à cette relation. Et puis on peut avoir également sur le même outil une vision plutôt temporelle, avec de l'analyse de flux, où on va avoir des relations, par exemple sur des comptes bancaires, d'un virement à un autre, etc. Et puis en fait, ça revient au compte initial. Ou alors un schéma plutôt ce qu'on appelle événementiel, où on va avoir une ligne de thème et puis on va affecter des événements. Et on va avoir une vision temporelle. Si on prend tous les événements sur une ligne verticale, ça sera tous les événements qui sont au même moment. Donc on va pouvoir distinguer, mettre en perspective des données, aussi bien sur un volet relationnel que sur un volet temporel. Et donc, notre problématique, c'est vraiment qu'on travaille sur du texte et qu'il va falloir extraire ces éléments d'entité. Et jusqu'à présent, c'est beaucoup de travail manuel, l'analyse de l'analyste qui va vraiment restructurer cette information-là. Donc, si on prend un petit texte tout bête, on a 5 lignes, on a Monsieur Lochat qui est gérant d'une société qui offre à la location de voitures, etc. Et puis il y a un événement. En fait, quand on va faire cette analyse-là, on va bien identifier les différentes entités. On voit bien qu'on a des personnes physiques, mais là déjà commence à se poser une première problématique. On a des personnes physiques, alors que c'est la même, qui vont être nommées soit avec le prénom-nom, soit le nom-prénom, alors que c'est la même personne. Donc par rapport à la gestion des doublons, ça va être une problématique. On va avoir des lieux, on va avoir des organisations, des événements, et on va pouvoir représenter l'information sous différents formats. Si on voit en bas à gauche, ici, c'est un peu les diagrammes qu'on voit régulièrement avec les patates et les liens, en fait. Sauf que le problème, c'est qu'il nous manque la nature de la relation, il nous manque des informations, des attributs, etc. Et donc en bas à droite, c'est plutôt le type de schéma qu'on a en analyse criminelle, où on va prendre en compte les relations, donc le contexte, la nature de la relation, les attributs qu'on va pouvoir compléter par rapport à l'entité. Et donc en fait, c'est ce travail-là qu'il va falloir faire sur tout un tas d'enquêtes. Et pour essayer d'aller vite, on est parti sur des articles de presse, bien sûr, je ne pouvais pas venir avec des données réelles. Donc on est parti sur un sujet qui, je ne sais pas si vous connaissez, l'assassinat de la journaliste à Malte, Daphné. Voilà, c'est un sujet assez intéressant et notamment qui a été développé dans la presse avec beaucoup d'articles et qui contenait vraiment le principe d'une enquête avec beaucoup de personnes physiques nommées, des organisations, des lieux, etc. etc. Donc en fait, j'ai pris 5 articles différents et donc on a choisi de faire ce test-là. Et à partir de ces 5 articles-là, donc on a tout le texte qui va être copié, qui va être mis dans un fichier texte pour être analysé via l'algorithme. On lance l'algorithme avec Jupyter Notebook. Il fait son travail et donc, hop, je reviens. Une fois qu'il a fait son apprentissage, eh bien, en fait, il va
ressortir et il va extraire ces entités nommées, les personnes physiques, les personnes morales, les localisations et donc le fameux autre, et il va créer un fichier Excel qui va reprendre l'ensemble de ces données-là. Bon, on va dire déjà, ça va extraire toutes les informations intéressantes. Et comment on va déjà pouvoir commencer à en sortir une première analyse? Tout simplement déjà par rapport au compte de toutes ces données-là. Ce qui va être intéressant, c'est de le croiser. Donc en haut à gauche, vous avez les données qui ressortent par rapport aux personnes physiques, en dessous les personnes morales, à droite vous avez les lieux, etc. Et puis on va commencer à croiser les données avec les sources. Donc ce qui veut dire que même sans connaître réellement le fond de l'affaire, l'intérêt, c'est de gagner du temps sur identifier quelles sont les entités principales du texte, comment on va pouvoir les croiser avec les différentes sources. Et du coup, l'intérêt après derrière, c'est d'utiliser les mêmes outils d'analyse criminelle. Donc moi, je fais ça avec Analyst Notebook, où en fait, je vais reprendre chacune des sources, je vais croiser l'ensemble des sources avec les différentes entités, de manière à identifier en fait un cluster. Et ce fameux cluster va devenir l'élément intéressant, donc si je fais un focus, où je vais bien remonter automatiquement la personne qui est bien la victime, qui va ressortir au cœur en fait, du réseau, hein, la pattern qui ressort directement dans ce croisement-là. Et on va retrouver en fait les entités principales de l'ensemble de l'affaire, alors qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas citées sur l'ensemble des articles. Mais du coup, en fait, j'allais dire naturellement, pas naturellement, mais par cette analyse de graphe, on arrive à identifier en fait quelles sont les entités principales sur lesquelles on va pouvoir travailler. Donc c'est un gain de temps quand on a beaucoup d'informations à analyser sans avoir besoin de lire systématiquement toute la donnée, sauf que dans le métier, à un moment donné, ça ne suffira pas. Donc c'est un très bon début. Mais du coup, après, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on doit améliorer tout ça? Donc ça fait partie aussi des choses hein, qui sont en recherche hein, dans les institutions policières. Hein. Il y a un vrai sujet sur cette notion de reconnaissance d'entité nommée pour gagner du temps déjà sur l'extraction de l'information, de manière à améliorer l'analyse derrière. Il va falloir prendre en compte plus de catégories d'entités, donc ça, il y a déjà des choses qui peuvent se faire avec des regex par rapport à des données un peu plus courantes, on va dire. Et puis, il va falloir annoter davantage de données, aller surtout vers la mise en relation. Typiquement, notre besoin à un moment donné, nous, c'est le contexte. C'est quelle est la nature de la relation entre ces entités-là. Donc là, c'est là où Grégory, lui, suit un petit peu l'état de l'art sur le sujet. C'est en pleine recherche. Si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas, parce que c'est un vrai besoin. Et en même temps, c'est pas simple. Donc voilà. Et du coup, toujours pour garder le côté métier, l'IA, intelligence artificielle, c'est bien, mais l'IA, l'intelligence de l'analyste, c'est indispensable également. Parce que voilà, typiquement, à un moment donné, il va falloir quand même présenter son résultat, et là on n'est pas dans de la probabilité, il faut être sûr et rester très factuel, donc à un moment donné il n'y a que vraiment la validation de l'analyste derrière qui va permettre de fiabiliser son enquête. On est dans les temps, Peut-être juste Merci le temps, le temps de, voilà, pour... On sent l'ancien de la gendarmerie. C'est gendarmerie ou police? Gendarmerie. Gendarmerie, on sent, donc au niveau de l'horaire, c'est parfait. Moi, je prends juste effectivement 1 minute. Premièrement, pour remercier les organisateurs de nous avoir effectivement sélectionnés, puisqu'il y avait beaucoup de propositions, donc on en est ravis. Et puis pour l'organisation, c'est super. On l'avait déjà fait l'année dernière et c'était top. Donc on essaiera de faire encore mieux l'année prochaine pour pouvoir être dans ceux qui seront sélectionnés. Merci aussi à Kedge pour l'accueil. C'est un super lieu, moi j'aime bien y revenir. Merci bien évidemment à Grégory et Frédéric pour le travail, à Olivier, parce que sans lui ça n'aurait pas été possible aussi, puisqu'il y a un lien d'entité nommée entre vous deux. Donc ça me paraît vachement important. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté. Deuxième message, KPC très rapidement, c'est un acteur pure player de la data depuis maintenant 12 ans.
c'est 350 personnes en France pour à peu près 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. On s'est implanté sur Bordeaux il y a maintenant, en fait, un de 3 ans bientôt. C'est à peu près une quarantaine de personnes. Pure player de la data, c'est-à-dire depuis la source jusqu'à la visualisation. Et on a 6 grands piliers. Le premier, c'est tout ce qui est acculturation et stratégie data. Le deuxième va plutôt être lié à l'aide à la décision. Le troisième, autour des data platforms et de leur scalabilité. Le quatrième, autour des data hubs. Le cinquième, sur tout ce qui est data gouvernance. Je ne sais pas si Laurent est là. Sur les data catalogues, il est là-bas. Le Data Galaxy, avec qui on avait fait la présentation l'année dernière. Et puis, le dernier, autour de la data science. Et dernier point, et je m'arrête, on recrute. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le compte LinkedIn. Il y a toutes les offres qui sont en ligne. Sinon, on va être ici cet après-midi. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup. Merci.